bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours de programmeur en Java, intitulé « Les éléments de base du langage ». Alors tout de suite le menu. Alors tout d'abord, on va voir une leçon introductive sur maintenant tout ce qui est éléments de base. On va voir la syntaxe de Java, c'est-à-dire tous les éléments avec lesquels on peut programmer avec Java, les codes, les déclarations et ainsi de suite. Les expressions qu'on peut utiliser dans Java. L'affectation, l'invocation d'une méthode. Et tout de suite, on va commencer avec la syntaxe de Java. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais bien vous expliquer une chose, c'est que la programmation est une chose très importante, mais faudrait-il savoir comment on programme. C'est-à-dire que la programmation, c'est un jeu de mémoire et un jeu de programme pour pouvoir bien sûr travailler avec les cases mémoire qui ont été déclarées et les contenus bien sûr de ces cases mémoire. Parce que maintenant pour pouvoir bien sûr programmer, il faut toujours déclarer des cases mémoire, c'est un jeu de cases mémoire, c'est-à-dire programmer et si vous voulez réserver des cases mémoire destinées à recevoir des informations comme des entiers, des caractères, une chaîne de caractères, et puis écrire des programmes qui allaient gérer et qui allaient travailler entre ces mémoires-là. Alors maintenant, ou bien vous allez écrire ces programmes, ou bien, puisque nous sommes orientés objets, nous allons utiliser des classes déjà existantes et qui contiennent bien sûr les programmes que vous voulez. Alors l'alphabet. Alors l'alphabet, Java s'écrit avec les caractères du code Unicode. Alors le code Unicode, c'est un code qui est universel et normalisé. Alors pour pouvoir bien sûr avoir une idée sur ce caractère Unicode, vous pouvez le joindre sur le site http://www.unicode.org. Alors, toujours au niveau de l'alphabet. Toutefois, à part les commentaires, les identificateurs et le contenu des chaînes, tous les éléments d'un programme sont en ASCII. Et comme vous devez le savoir, le code ASCII, c'est un code qui est normalisé dans le monde entier. Donc, ce qui fait que, au niveau de Java, la syntaxe est complètement en ASCII, mis à part, bien sûr, les commentaires, les identificateurs, ainsi que le contenu des chaînes. Lecture d'une source. Alors, on va voir les séquences de Escape, Unicode, exemple, //U1, A3F sont interprétés. Alors là, je rappelle un petit peu, c'est qu'au niveau du langage Java, je vous ai expliqué lors des leçons précédentes que c'était un langage qui était orienté objet tout d'abord, et c'était un langage qui travaillait avec ce qu'on appelait une machine virtuelle, la JVM, Java Virtual Machine. Ceci dit, lorsque vous préparez un programme ou lorsque vous écrivez un programme, ce programme est compilé par la virtuelle Java Machine, et puis ce programme, une fois compilé, il est interprété sur n'importe quelle plateforme, et encore une fois je dis plateforme, ça veut dire que n'importe quel système d'exploitation, ou bien sûr n'importe quel composant matériel, comme les processeurs Intel ou Motorola. Alors l'avantage que vous avez avec Java, c'est que ce langage ou ce programme sera portable sur toutes les plateformes, indépendamment des systèmes d'exploitation. On forme une séquence de caractères, d'inputs et de fin de ligne. Effectivement, lorsqu'on lit une source d'un programme, alors le contenu de tout le programme, c'est une séquence de caractères qui sont écrits. Et puis la séquence de caractères écrits, automatiquement, c'est des séquences d'inputs, c'est-à-dire des valeurs, des demandes d'informations que l'ordinateur vous demande, et puis des fins de ligne pour marquer que c'est une fin de ligne. Alors là, généralement, au niveau du programme, les fins de ligne sont mentionnées par des points-virgules. Alors, conversion en une séquence de tokens en écartant les espaces et les commentaires. Alors, comme vous devez le savoir, il existe des méthodes au niveau de Java qui permettent de gérer la mémoire, d'une part, et d'autre part, pour pouvoir faciliter le processus, on divise bien sûr le processus en plusieurs sous-processus, qu'on appelle les tokens, et on élimine les espaces. C'est ce qu'on appelle le ramasse-miettes. Alors le ramasse-miettes, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a des espaces qui sont libres, par exemple, entre une ligne et une autre ligne, il peut bien sûr nous les faire bien sûr valoriser et nous les ajouter au niveau de notre mémoire. Sinon maintenant, s'il y a une variable qui a arrêté de travailler, qui ne marche plus, donc automatiquement il récupère la case mémoire qui lui a été réservée. Les commentaires.
Alors, les commentaires peuvent être insérés dans un programme de deux façons. Alors, j'explique les commentaires. Un bon programmeur, c'est un programmeur qui écrit, par exemple, son code source, mais avant d'écrire son code de source, automatiquement, il insère des commentaires pour savoir un petit peu ce programme, il sert à quoi, ou ce tronçon de programme, il sert à quoi. C'est très important. Parce qu'un bon programmeur, il se retrouve avec des pages de programmes et de centaines, voire des milliers de lignes écrites. Alors, pour pouvoir se retrouver, il doit absolument insérer des commentaires pour pouvoir comprendre tel ou tel processus ou procédure. Alors, les commentaires, il y a deux manières d'insérer des commentaires. Ou bien, une ligne qui commence avec deux slash. Alors, une ligne qui commence avec deux slash, ça veut dire que cette ligne, c'est une ligne de commentaire. Donc, dès que vous entamez les deux slash, tout ce qui est après les deux slash sera considéré comme commentaire. Alors maintenant, si vous avez besoin, par exemple, d'écrire plusieurs lignes, à ce moment-là, il faut écrire slash étoile. Et une fois que vous avez terminé votre commentaire, que ce soit sur une ligne ou plusieurs lignes, vous insérez le étoile slash dans l'autre sens. Et tout ce qui est compris entre le slash étoile et le étoile slash, au niveau de votre programme, sera considéré comme un commentaire. Et lorsque je dis un commentaire, ça veut dire qu'il ne sera pas compilé. Donc automatiquement, lors de la compilation, ces lignes seront sautées. Alors le compilateur, dès qu'il rencontre un double slash ou qu'il rencontre un slash avec étoile, automatiquement, il sait que ce sont des lignes qu'il ne faut pas compiler ni exécuter. C'est des lignes de commentaires. Mais toujours est-il, encore une fois, je le répète, un très bon programmeur, c'est un programmeur qui, bien sûr, insère des commentaires tout au long de son programme pour comprendre un petit peu la suite. Parce que maintenant, il peut faire un programme, et puis ne le revoir que dans un mois plus tard, voire une année plus tard. Alors pour comprendre un petit peu ce qu'il fait au niveau de son programme, il faut absolument qu'il ait des commentaires afin de l'aider à retrouver un petit peu ce qu'il a fait au niveau de son application. Les identificateurs. Alors un identificateur peut être toute séquence de lettres et chiffres. Alors, au niveau de Java, de tout l'Unicode, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'identificateur, c'est-à-dire qu'on parle d'un objet que vous allez créer. Alors, cet objet que vous allez créer, il peut comporter n'importe quel type de caractère. Maintenant, faudrait-il savoir qu'il y a des mots réservés qu'il ne faut pas utiliser. Mais à part ces mots réservés, et on va les voir tout de suite, vous pouvez utiliser toutes les combinaisons de chiffres et de lettres que vous pouvez imaginer. Alors, vous pouvez utiliser les lettres, minuscules, majuscules, que ce soit des lettres en latin ou d'autres types de lettres. Vous pouvez utiliser des chiffres. Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres et de chiffres au niveau des mêmes identificateurs. Alors maintenant, c'est évident, vous ne peut pas être égal à un mot réservé. Un identificateur ne peut jamais être égal à un mot réservé ou un mot qui est nul, et ça on va le voir. Alors, exemple d'identificateur, vous allez voir. Donc, on a essayé de vous montrer un petit peu une multitude d'exemples pour avoir une idée sur ce que ce peut être un identificateur. Alors, ça peut être des chiffres, des caractères, ce que vous voulez, des caractères en latin, des caractères écrits au niveau de plusieurs langues. Mais toujours est-il, là aussi, en chinois, en japonais, vous pouvez bien sûr avoir des identificateurs de toutes formes et tout caractère compris, à part les mots réservés. Alors, vous avez une idée maintenant sur les mots réservés. Ce sont les mots que vous devez, bien sûr, éviter au niveau de la déclaration de vos identificateurs. Alors, abstract, booléen, break, byte, case, catch, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une liste, je dirais, non exhaustive de tous les mots réservés que vous ne devez pas utiliser. De toute façon, si jamais vous vous trompez et vous utilisez un mot réservé au niveau de votre identificateur, vous allez avoir une erreur au niveau de la compilation, il va vous le mentionner. Les littéraux, literals. Alors, les littéraux, ce sont les valeurs de type primitif, ou bien les chaînes de caractères, sinon le type nul, ce qu'on appelle les littéraux. Donc, en principe, les valeurs de type primitif, c'est ce qu'on a vu au niveau des leçons précédentes, ce sont les integers, ce sont les réels, les doubles, et ainsi de suite. Ce sont des déclarations, d'accord, avec lesquelles vous devez travailler et avec lesquelles vous devez bien sûr réserver vos cases mémoire. Parce que, encore une fois, ce sont les déclarations que vous allez faire qui spécifient le nombre d'octets qui vont être réservés au niveau de la mémoire pour tel ou tel identificateur.
Alors, les valeurs d'un type primitif, alors les entiers, vous avez les entiers, vous avez les décimales, vous avez les octales et les hexadécimales. Alors les décimales, bien sûr, vous pouvez avoir de 0, 256 avec des chiffres négatifs et ainsi de suite. Les octales, d'accord, c'est-à-dire que vous allez travailler sur 8 bits, donc vous pouvez aller de 0 jusqu'à 7 sans atteindre le 8. Et en hexadécimal, ça veut dire qu'on va travailler sur une base de 16. Et tout ça, ce sont des valeurs au niveau de Java que vous pouvez utiliser sans problème. Vous avez aussi les virgules flottantes qui vous permettent de déclarer des réels. Vous avez les booléens, true ou false. Alors là, c'est une valeur primitive qui est très intéressante et qu'on utilise souvent parce qu'elle n'a que deux valeurs. Elle peut avoir ou bien true ou bien false et elle nous aide énormément au niveau de notre programmation. Les caractères A, pourcentage, anti-slash-T, double anti-slash, anti-slash UU 0, 3 à 9, and anti-slash 177, and oméga, et ainsi de suite. Ce sont des caractères de valeur d'un type primitif. Alors maintenant les chaînes. Alors les chaînes de caractères, c'est une chaîne qui peut recevoir de 0 à l'infini de caractères. Et lorsqu'on parle d'un caractère, ça peut être une lettre, ça peut être un chiffre, ça peut être une combinaison de lettres et un chiffre. Alors, 0 ou plusieurs caractères entre guillemets. Ça veut dire que tout ce qui sera entre les guillemets sera considéré comme une chaîne de caractères. Exemple, vous avez maintenant entre deux guillemets. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a une chaîne qui est vide. Entre les deux guillemets que vous avez ici, vous avez une chaîne de caractères qui est anti-slash guillemets. Ceci est une chaîne. Là, c'est une phrase qui a été écrite et puisqu'elle est entre les deux guillemets, elle sera considérée comme une chaîne de caractères. Les caractères spéciaux. Alors, comme tout langage de programmation, vous avez la possibilité d'intégrer des caractères spéciaux. Alors, au niveau de Java, il accepte aussi l'utilisation de caractères spéciaux. Anti-slash B, qui est égal à anti-slash U 0008, ça c'est pour l'effacement arrière. L'anti-slash T, qui est égal à anti-slash U 0009, HT, c'est pour bien sûr marquer une tabulation. Anti-slash N, qui est égal à anti-slash U 000A, LF, c'est pour avoir un saut de ligne. Anti-slash F, qui est égal à anti-slash U 000C, FF, c'est pour l'avance des modules. Anti-slash R, qui est égal à anti-slash U 000D, CR, retour chariot. Anti-slash guillemets, qui est égal à anti-slash U 0022, et qui est bien sûr entre guillemets, ça veut dire le guillemet, ou deux côtes si vous voulez. Alors anti-slash tout simplement, c'est-à-dire que qui est égal à anti-slash U 0027, qui est égal à un seul guillemet, ou entre côtes si vous voulez. Et en double anti-slash, qui est égal à anti-slash U 005C, et automatiquement c'est le vrai anti-slash. Alors ce sont les caractères spéciaux que vous pouvez utiliser au niveau de Java. Alors, les séparateurs. Vous avez 9 séparateurs que vous pouvez utiliser au niveau de votre programme Java. Ces 9 caractères servent de séparateurs de lignes ou de signes de ponctuation. Vous avez entre parenthèses, vous avez entre accolades, vous avez entre crochets, vous avez les points-virgules, vous avez les virgules et vous avez les points. Alors bien sûr, les accolades seront beaucoup plus utilisées au niveau des arguments que vous allez avoir, surtout lorsque vous allez travailler avec des classes. Les entre parenthèses, c'est comme un begin et end d'une procédure, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez commencer une classe ou une procédure, il faut la délimiter entre les deux parenthèses. Vous avez les entre crochets, qui sont utilisés par exemple lorsque vous voulez travailler avec des vecteurs, des tableaux. Vous utilisez le crochet pour désigner un petit peu la matrice avec laquelle vous allez travailler, c'est-à-dire le nombre de lignes, le nombre de colonnes que vous allez utiliser. Le point-virgule. Alors le point-virgule, c'est pour utiliser, bien sûr, délimiter une ligne bien précise. La virgule, c'est pour, bien sûr, séparer entre deux arguments. Et le point qui va nous servir énormément pour pouvoir travailler avec les classes, pour séparer entre les classes et ses arguments.
nous passons maintenant aux expressions qu'on peut éventuellement utiliser avec Java. Syntaxe d'une expression. Alors, une expression Java est construite à partir de littéraux, ce qu'on vient de voir, à partir d'identificateurs de variables, ce sont les déclarations que vous allez faire au niveau de votre programme, à partir d'invocations de méthodes. Et là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer, parce que au niveau de votre programme, vous allez utiliser soit des identificateurs de variables, vous allez déclarer des variables, surtout si ce sont des variables de type primitif, mais vous allez invoquer des méthodes qui existent déjà. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec des méthodes qui appartiennent à des classes et qui existent déjà. Alors, comme je vous ai déjà expliqué au niveau de cours précédents, le langage Java reste un langage qui est complètement orienté objet. Et lorsqu'on parle d'orienté objet, ça veut dire qu'au niveau de chaque programme, on peut capitaliser toutes les classes qui ont été utilisées par des tierces parties ou par, bien sûr, SAN qui a, bien sûr, vérifié tous les programmes et toutes ces classes-là pour les mettre à notre disposition. Alors, ceci dit, on invoque des méthodes pour pouvoir travailler. On peut utiliser des opérateurs, les plus, les moins, les inférieurs et ainsi de suite, et des parenthèses rondes qu'on va voir ultérieurement. Alors, les opérateurs. Il y a une multitude d'opérateurs. Alors, l'opérateur égal, l'opérateur supérieur, l'opérateur inférieur, l'opérateur point d'exclamation, l'opérateur environ, si vous voulez, l'opérateur point d'interrogation, l'opérateur deux points, l'opérateur égal pour bien sûr des opérations logiques, l'opération inférieure ou égale, l'opérateur supérieur ou égal, l'opérateur différent, l'opérateur end au niveau des opérateurs logiques, l'opérateur ou si vous voulez, l'opérateur plus qui nous sert à l'incrémentation, l'opérateur moins pour la décrémentation, le signe plus, le signe moins, le signe étoile, le signe divisé, donc étoile c'est multiplication, le signe and normal, le signe séparation trait avec un chapeau, le pourcentage, double inférieur, double supérieur, triple supérieur, et là on va le voir beaucoup plus amplement lorsqu'on travaillera avec les boucles et ainsi de suite. Concaténation de chaînes. Alors, une concaténation, c'est une, si vous voulez, c'est une fusion de deux chaînes de caractères. Donc, avec Java, ou comme tout langage de programmation, vous avez la possibilité de fusionner entre deux chaînes de caractères. Alors, pour pouvoir fusionner, vous avez la possibilité, regardez, vous avez une chaîne de caractères, salut, c'est entre guillemets, plus, A, entre guillemets, plus, tous, entre guillemets. Alors, lorsqu'on saisit cette ligne-là, automatiquement, au niveau de l'exécution, si vous utilisez le print out avec, bien sûr, une extériorisation de la phrase, automatiquement, vous allez recevoir « Salut à tous » avec la somme, si vous voulez, bon, la somme logique de toutes les chaînes de caractères. Les expressions arithmétiques. Alors, les expressions arithmétiques, ce sont des expressions qui vont nous permettre de faire des calculs à travers votre programme. Alors, c'est des expressions, je dirais des méthodes. Ce sont des méthodes qui appartiennent à une classe bien précise, classe mathématique, si vous voulez. Alors, pour ceci, on va prendre un exemple qui est très simple. J'ouvre la parenthèse, moins b plus math.sqrt. Alors, sqrt, c'est la racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est une méthode de la classe math. Donc, vous avez une classe math avec, bien sûr, le point SQRT. Alors, entre parenthèses, B fois B, c'est égal à B carré, moins 4 fois AC sur 2A. Alors là, c'est le calcul du delta lorsque vous voulez résoudre une équation du second degré. Alors, voilà le résultat. Mais malheureusement, on ne peut pas l'écrire de cette manière-là, parce que c'est une manière avec laquelle on travaille sur papier. Mais sur ordinateur, si vous voulez reprendre la même formule, on la reprend de cette manière-là. Les expressions logiques. Alors, regardez, vous avez une expression logique, par exemple, A qui est différent de B, d'accord? A ou B, pardon, A ou B, and A. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, avoir une condition si A ou B and A,
Donc là, le double signe crochet, c'est le OU logique. Là, le double AND, ce qu'on appelle le ET logique. Alors, au niveau de votre langage Java, c'est de cette manière que vous allez l'écrire. Sur votre papier, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Alors, expression de manipulation binaire. Alors, lorsque on parle de manipulation binaire, c'est le fait, bien sûr, de travailler avec des registres à décalage, le fait de déplacer un nombre binaire, un chiffre binaire d'un côté à un autre. Alors, le fait de faire passer ou de décaler un chiffre, il suffit d'écrire de cette manière-là. Value and 0xFFL, d'accord, avec le double signe inférieur, 1, avec une séparation 1L. Donc c'est le fait d'affecter la valeur de value. On va la décaler d'une seule position par rapport à la première pour pouvoir la mettre au niveau de cette position-là. Alors là, c'est un schéma sur papier, mais là, c'est le programme ou la ligne de commande que vous allez écrire au niveau de votre langage Java. Alors on passe maintenant à l'affectation. Alors avant de passer à l'affectation, en principe, une affectation c'est quoi? C'est le fait, par exemple, d'envoyer un objet ou le contenu d'un objet au niveau d'une case mémoire. Ce qu'on appelle une affectation. Affecter un chiffre à une case mémoire. Affecter une chaîne de caractères à une case mémoire. Alors au niveau de tous les langages de programmation, il y a une écriture qui nous permet de faire cette affectation. Alors, syntaxe de l'affectation. L'affectation est l'instruction Java la plus élémentaire. Variable reçoit expression. Alors, variable, c'est la variable que vous avez déclarée. Et lorsque vous déclarez une variable, ça va de soi que la déclaration d'une variable veut dire une réservation au niveau de la mémoire. Alors, la réservation au niveau de la mémoire étant faite, automatiquement, on affecte à cette case mémoire une expression. Ça peut être un chiffre, ça peut être le contenu de notre variable, ça peut être une chaîne de caractères composée de chiffres et de lettres, et ainsi de suite. Alors, des exemples, regardez. Nous avons par exemple vitesse reçoit accélération fois le temps. Sachant que vitesse, accélération et temps, ce sont des variables que vous avez créées. Alors, ces variables créées, c'est-à-dire que c'est des variables qui ont été enregistrées tout à fait au début de votre programme, et c'est des variables qui ont donné naissance à une réservation en mémoire de 3 types de champs. Vous avez une réservation pour vitesse, vous avez une réservation pour accélération, et vous avez une réservation mémoire pour le temps. Alors maintenant, si vous avez rempli la case mémoire accélération ainsi que la case mémoire temps, nous voulons avoir le produit de l'accélération fois le temps, c'est-à-dire le résultat de cette opération, nous voulons l'affecter à la case vitesse. Donc on l'écrit de cette manière-là. Alors, autre manière de faire une affectation, par exemple, salutation. C'est une case mémoire qui a été déclarée, donc qui a été réservée. Elle va recevoir une chaîne de caractères salut. Alors vous voyez la différence qu'il y a entre la première ligne et la deuxième. La première ligne, il n'y a pas de guillemets. Lorsqu'il n'y a pas de guillemets, il s'agit d'affecter une case mémoire à une autre case mémoire. Ou, plus exactement, affecter le contenu d'une case mémoire vers le contenu d'une deuxième case mémoire. C'est ça la différence qu'il y a. Alors que maintenant, au niveau de la deuxième ligne, nous allons affecter le contenu de ce qu'il y a entre le guillemet au niveau de la case mémoire. Salutation, c'est la différence qu'il y a. Alors retenez bien, lorsqu'il s'agit d'affecter une chaîne de caractères au niveau d'une case mémoire, il faut la délimiter avec des guillemets. Sinon, si vous ne délimitez pas avec des guillemets, ça veut dire que vous voulez affecter le contenu de la case mémoire vers une autre case mémoire. Vous avez par exemple message reçoit salutation plus à tous. C'est-à-dire que là, il y a une combinaison entre les deux. La case mémoire message, donc il y a une case mémoire qui s'appelle message, va recevoir le contenu de la case mémoire salutation plus, bien sûr, la chaîne de caractères à tous. Alors là, vous avez une combinaison entre les deux. Vous allez affecter à une case mémoire le contenu d'une autre case mémoire, bien sûr, additionné à une chaîne de caractères. Delta recevra mat.sqrt, parenthèse, B fois B moins 4 fois AC. C'est-à-dire que delta, c'est une case mémoire qui a été réservée tout à fait au début. Donc le contenu ou cette case mémoire va recevoir
la fonction, donc math.sqrt. Alors math, c'est la classe. SQRT, d'accord, c'est un argument, si vous voulez, de la classe math. B carré moins 4 fois AC. Donc, la classe math, la méthode SQRT, et puis bien sûr, vous avez votre formule. Autrement dit, la case mémoire delta recevra, bien sûr, le calcul de math.sqrt B carré moins 4AC. Sachant que les B sont aussi les contenus de case mémoire B, les A et C aussi. Donc, on travaille avec des variables. Alors maintenant, si nous avons une case B qui est remplie, une case A qui est remplie, une case C qui est remplie, automatiquement, nous allons avoir le résultat d'une formule qui sera affectée à la case mémoire delta. L'abréviation, affectation de la forme, c'est-à-dire que X reçoit X, opérateur, expression. Alors généralement là, c'est lorsqu'on veut travailler avec une incrémentation. Alors, lorsqu'on travaille avec une incrémentation, on peut écrire, par exemple, X reçoit X avec un opérateur expression. Plus, par exemple. Ça veut dire que X reçoit X, c'est X plus 1. Alors, les incrémentations, là, on va les voir au niveau des compteurs. Lorsqu'on utilise des compteurs et qu'on veut incrémenter, au lieu d'écrire X reçoit X plus 1, on peut écrire directement X reçoit X plus plus. Ça veut dire quoi, I reçoit X plus plus? Ça veut dire que la case mémoire X actuelle recevra le contenu actuel de la case mémoire plus 1. Automatiquement, si le contenu de la case mémoire est égal à 1, automatiquement, après cette opération, le contenu de la case mémoire deviendra 2. Et qui peuvent être écrits de cette manière-là. Alors, au niveau de Java, il y a une autre possibilité d'écriture. On peut écrire, par exemple, X plus est égal l'expression. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que, au lieu d'écrire X est égal X opérateur plus, par exemple, une expression, je peux écrire X plus est égal une expression. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, les opérateurs combinés avec l'affectation. Alors, bien sûr, au niveau lorsqu'on veut écrire une formule d'affectation, vous avez des opérateurs avec lesquels vous pouvez travailler. Vous avez le plus égal, vous avez le moins égal, le fois égal, divisé égal, c'est-à-dire que moi je peux écrire A plus égale A. Ça veut dire que c'est A est égal à A plus 1, si vous voulez. Vous avez le int égal, la séparation égale, chapeau égal, pourcentage égal, double inférieur égal, double supérieur égal, triple supérieur égal. Alors tout ça, ce sont des opérateurs combinés avec l'affectation qui est égale ici. Et ils nous aident énormément au niveau, bien sûr, de l'écriture de la formule. Au lieu d'écrire une formule qui reste un petit peu plus longue, on peut la simplifier en utilisant des opérateurs combinés. Alors on va voir des exemples. Regardez. Compteur plus égale 1. Ça veut dire quoi? Compteur plus est égal à 1, et ça on va le voir, on va l'écrire rapidement. Alors, au lieu d'écrire compteur est égal à compteur plus 1, on va écrire compteur plus est égal à 1. Alors, ou compteur, c'est une case mémoire. Alors, la case mémoire compteur recevra le contenu actuel de la case mémoire compteur plus 1. Alors, vous avez une case mémoire qui s'appelle compteur. Si le contenu de cette case mémoire tout à fait au début est égal à 1, donc compteur, alors tout ce qui est avant le signe égal, c'est le nom de la case mémoire. Tout ce qui est après le signe égal, c'est bien sûr le contenu des cases mémoire. Alors, la case mémoire compteur recevra le contenu de compteur, qui est 1, plus 1. Automatiquement, la case mémoire compteur recevra le 2. Alors, pour simplifier cette écriture, on a repris et on a écrit de cette manière-là. Compteur plus égale 1. Et on a gagné en écriture. Nous allons reprendre un autre exemple. Message plus est égal à point d'exclamation. Là aussi, c'est une simplification de l'écriture. Automatiquement, ça veut dire que message reçoit, et on va le reprendre, je préfère le prendre pour mieux comprendre. Voilà. Alors, message
Alors, plus est égal à point d'exclamation. Alors ça, en principe, il fallait l'écrire de cette manière-là. Message est égal à message plus le point d'exclamation. Autrement dit, je m'explique, c'est-à-dire que tout ce qui est avant le signe égal, c'est la case mémoire, c'est le nom de la case mémoire. Tout ce qui est après le signe égal, c'est le contenu. C'est-à-dire que si vous avez une case mémoire qui s'appelle message, ça veut dire que la case mémoire message recevra le contenu actuel de la case mémoire, donc c'est le contenu actuel, plus point d'exclamation. Si par exemple le contenu est Etia, automatiquement la case mémoire message recevra Etia plus le point d'exclamation. Alors à la fin, nous allons recevoir le message suivant, Etia, suivi d'un point d'exclamation. Alors maintenant, nous l'avons simplifié en l'écrivant de cette manière-là. Alors vous voyez que le langage Java nous facilite énormément la tâche dans la mesure où il nous donne la possibilité de ne pas utiliser trop de caractères pour écrire une ligne bien précise. Registre, par exemple, reçoit, mais avec deux flèches inférieures, si vous voulez, num bit fois 8. Donc c'est une affectation. Nous voulons affecter maintenant un nombre de bits bien précis au registre, et ainsi de suite, de la même manière. Alors, incrémentation et décrémentation. Alors là aussi, je m'explique. Généralement, lorsqu'on travaille un programme, on ne peut pas travailler un programme sans travailler avec des boucles. Alors, lorsqu'on parle boucle, ça veut dire qu'il y a une incrémentation. Si par exemple, je reprends l'exemple que je vous ai donné lors de la première ou la deuxième leçon, une balle qui doit rebondir 1 millier de fois. Alors, qui est-ce qui doit nous faire le compte d'1 millier de fois? C'est un compteur. Mais un compteur qui doit s'incrémenter chaque fois qu'il a exécuté un processus bien précis. Alors, c'est ce qu'on appelle une incrémentation. Alors maintenant, on peut incrémenter un compteur de 0 jusqu'à 1000, comme on peut le décrémenter de 1000 jusqu'à 0. C'est un choix à faire. Alors, l'incrémentation et décrémentation, comme autre abréviation, il est possible d'écrire I ou plus I. Alors là aussi, je vais le reprendre. Lorsqu'on veut incrémenter un compteur, on écrit généralement I reçoit I plus 1. C'est la commande qu'il faut écrire. C'est-à-dire que la case mémoire I recevra le contenu de la case mémoire I suivi de plus 1. Alors maintenant, on peut le simplifier en écrivant I plus plus. Alors le I plus plus veut dire qu'on va incrémenter le I plus 1. Vous avez le plus plus I, le moins moins I ou le I moins moins pour la décrémentation. Au lieu de I plus égale à 1 ou I moins est égal à 1. Alors, valeur d'une affectation. Alors, outre constituer une instruction Java valable, une affectation peut être employée comme une expression. Et ça, on va le voir. Parce que l'affectation, effectivement, c'est une expression que vous allez utiliser. C'est une formule que vous allez rentrer, donc c'est une expression. La valeur d'une affectation employée comme expression est la valeur affectée à la variable à gauche du signe égal. Alors, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est avant le signe égal, c'est le nom de votre variable, sinon c'est le nom de la case mémoire qui est réservée. Tout ce qui est après le signe égal, c'est le contenu. Donc, automatiquement, tout ce qui est à droite du signe égal sera affecté à la case mémoire qui est écrite à gauche du signe égal. Alors, l'invocation d'une méthode. Alors là aussi, je vais vous l'expliquer parce que jusqu'à présent, on a travaillé avec des valeurs primitives, c'est-à-dire des déclarations qui étaient très simples. Alors l'invocation d'une méthode, c'est le fait d'utiliser des méthodes qui existent déjà. Alors les méthodes, bien sûr, dépendent de classes. Donc vous pouvez faire appel à une classe qui elle-même dépend d'un package. Donc vous appelez un package avec le contenu des classes et avec bien sûr des méthodes appropriées à chaque classe. Alors, syntaxe de l'invocation. Toute méthode d'une classe a un nom, qui est un identificateur Java. Et ça, c'est très important, parce que vous pouvez avoir une classe et plusieurs méthodes qui désignent la même classe. Par exemple, la classe math
c'est une classe mathématique. Alors, au niveau de la classe math, on retrouve plusieurs méthodes pour la SQRT, par exemple, et énormément de méthodes qui spécifient la classe math. L'invocation suit la syntaxe. Alors, classe, point, méthode et argument. Donc, c'est la façon avec laquelle on doit travailler. On doit faire appel à une classe, point, méthode et argument. Alors maintenant, on l'écrit de cette manière-là. Si on a fait appel tout à fait au début du programme, on a fait appel à la bibliothèque ou au package. Alors maintenant, si on n'a pas fait appel au package, c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel au nom du package, point la classe, point la méthode, et ainsi de suite, et les arguments de méthode qui viennent à l'intérieur. Alors, les arguments sont séparés par des virgules. Donc, à l'intérieur de méthode, c'est-à-dire entre les parenthèses, là où c'est écrit les arguments, on peut avoir un ou plusieurs arguments. Si, par exemple, il s'agit d'une fonction qui dépend de 2 ou 3 variables, par exemple, bah, automatiquement, au niveau entre les parenthèses, on doit insérer ces variables avec des virgules entre ces variables-là. On va voir des exemples. Regardez, la classe math, point. D'accord? Le SQRT, donc la méthode SQRT, et vous avez ici l'argument qui allait nous permettre de calculer la racine carrée. Donc, la racine carrée qui reste une méthode, donc c'est le calcul d'une racine carrée, et dépend bien sûr de la classe mathématique. Alors, la classe math, elle contient énormément de méthodes utilisées pour les maths. Et à ce moment-là, à l'intérieur des parenthèses, vous introduisez l'argument que vous voulez et automatiquement, il y aura un calcul de cette racine carrée. Alors bien sûr, le calcul de cette racine carrée, automatiquement, c'est un programme qui a été déjà fait et qui est prêt pour nous. Autrement dit, nous qui sommes toujours orientés objet, nous allons pouvoir exécuter la méthode SQRT tout simplement sans avoir à nous soucier de comment elle a été conçue. System.out.println ciao, par exemple. Donc, le system.out.println, vous avez la classe system, tout à fait normal. Vous avez bien sûr le out et vous avez le println qui va vous permettre de faire sortir ça sur écran. Alors, vous avez votre argument qui est là. D'accord? Et c'est cet argument-là qui allait sortir sur écran. Math.po avec des arguments x, 3.0. Alors là aussi, c'est une autre méthode de la classe math, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc vous avez la même classe math, mais vous avez plusieurs méthodes au niveau de la classe math. MyWindows.hide, là aussi, donc ça ce n'est pas une classe, mais c'est une méthode qui va être utilisée. Alors avec bien sûr le hid qui est là, et entre parenthèses pour écrire votre argument. Alors les valeurs restituées. Souvent, une méthode restitue une valeur, tout à fait normale. Alors, lorsque, par exemple, vous exécutez la racine carrée, par exemple, d'une formule bien précise, elle doit absolument nous affecter, nous faire retourner une valeur. Et c'est cette valeur qu'on va utiliser, qu'on va affecter à une autre variable, à une autre mémoire, mais toujours est-il, c'est des valeurs avec lesquelles on peut travailler. Alors, dans ce cas, l'invocation de la méthode peut être employée dans une expression comme un littéral ou une variable. Alors, on va reprendre rapidement ce qu'on vient de voir. Donc, c'est un petit récapitulatif. Alors, lecture d'une source, donc les lectures d'une source, les séquences d'escape, Unicode, sont interprétées, et ça on l'a expliqué, puisqu'on a une machine virtuelle Java, automatiquement il y a une compilation et une interprétation après. On forme une séquence de caractères d'input et de fin de ligne, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit un programme, effectivement, nous avons une séquence de caractères qui sont écrites. C'est des séquences qui peuvent faire appel à l'utilisateur, et puis des fins de ligne qui sont arrêtées par des points-virgules. Alors, conversion en une séquence de tokens en écartant les espaces et les commentaires, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que au niveau de Java, vous avez la possibilité de diviser votre processus en plus petits processus et en gagnant énormément la mémoire avec les ramasse-miettes qui nous permettent d'utiliser par exemple les places mémoire non utilisées ou bien sûr les vides qui restent entre les chaînes de caractères. Les identificateurs peuvent être n'importe quel type d'identificateur, que ce soit écrit en chinois, en latin, ou tout ce que vous voulez. Les littéraux, donc ce sont les valeurs avec lesquelles vous allez travailler. Donc vous avez des valeurs de type primitif comme les entiers, les réels, les floats, les chaînes de caractères, les chaînes. Et vous avez le type nul aussi que vous pouvez utiliser.
La syntaxe d'une expression, bien sûr, elle est constituée de littéraux, d'identificateurs de variables, d'invocations de méthodes sans faire appel, bien sûr, à un tableau ou à une classe déjà existante, l'utilisation des opérateurs, que ce soit logique ou d'opérateurs de mathématiques, avec des parenthèses qui restent rondes. La syntaxe de l'affectation, donc ne pas oublier, une variable peut recevoir une expression. Alors elle peut être écrite de cette manière-là, une x opérateur est égal expression, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plus ici. Pour l'incrémentation et la décrémentation, rappelez-vous qu'il faut bien sûr les simplifier et de les écrire de cette manière-là. Alors l'invocation d'une méthode, donc c'est l'appel d'une méthode ou l'appel d'une classe. Toute méthode d'une classe a un nom qui est un identificateur Java. Donc en principe, nous avons une classe. Cette classe-là, elle est constituée de plusieurs méthodes et chaque méthode, bien sûr, elle a des arguments bien précis. Alors classe.méthode et avec les arguments que vous avez ici. Alors les arguments à l'intérieur, s'il n'y a qu'un seul argument, donc il n'y a pas de problème. S'il y a plusieurs arguments, automatiquement, ils seront séparés par des virgules. Alors, ceci dit, cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Magnetio.